Bah alors le côté service, c'est que je pense que ça correspond beaucoup plus à mon trait de caractère qui je suis relativement impatient, donc le fait de bosser, tu vois, une R&D, un logiciel, un outil pendant des mois avant de le lancer, c'est un pas truc ton horizon de temps qui correspond pas forcément à mon caractère qui est plutôt dès demain si j'ai une idée, faut que le lendemain ça se lance. Donc le service collait bien. Et pourquoi la vidéo? Parce que je suis dans l'écosystème de The Family, comme tu l'as dit, des entrepreneurs partout, tous les jours, et beaucoup d'entre eux m'ont, à moi et à tous les autres entrepreneurs, partagé le fait que ils avaient l'envie de créer des contenus vidéo. Il y a 4 ans, la vidéo, c'était alors déjà en plein boom, mais ça avait vraiment son point de différenciation. Simplement, les agences coûtent extrêmement cher. C'est pas un modèle qui est adapté à des entrepreneurs qui se lancent un peu en mode bricole et bootstrap et qui ont besoin d'avoir des offres qui sont adaptées à leur lancement de projet. Et pour autant, la vidéo leur permettrait de pouvoir faire une différence de ouf sur leur industrie et leur écosystème. Et donc, du coup, d'un postulat assez simple, je me suis dit, comment est-ce qu'on arrive à avoir une offre qui est accessible pour ces entrepreneurs? Je me rappelle même avant même de penser à Com, m'être dit, ce serait cool d'avoir une offre à 1 000 €. C'était même pas, tu vois, un prix qui correspondait à un business model, à des points de rentabilité, plus qu'un prix marketing et de communication. Tu vas te dire 1 000 €, le truc qui colle bien. Et de là, je tire un peu le fil en me disant, est-ce que ça pourrait pas être cool de mettre en relation des freelances avec des porteurs de projets? Je regardais et je voyais que les points de marge étaient quand même trop faibles, parce que déjà 1 000 € pour un freelance c'est pas très cher, donc j'arriverais pas à trouver mon point de rentabilité sur cette mise en relation. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir avoir une offre à 1 000 € sur lequel on dégage un peu d'argent, et le constat un peu évident, c'est de se dire qu'en fait on allait co-construire la vidéo avec les porteurs de projets. Je te donne des exemples très simples. Plutôt que de louer un lieu qui coûte vite 1 500 € pour pouvoir tourner une vidéo, c'est le porteur de projet qui va dépanner son appart. Plutôt que de payer des figurants, c'est les potes. Plutôt que d'acheter du set design, de la décoration, en fait c'est l'entrepreneur qui se démerde pour trouver des trucs à droite à gauche. Et donc en fait de trouver et d'identifier des lignes de coûts qu'on peut réduire parce que l'entrepreneur met la main à la pâte. Donc l'entrepreneur passe du temps mais paye moins cher. Et nous on arrive à trouver un point de rentabilité. Donc ça c'est un peu le constat que je me fais et l'idée que j'en ai. J'essaie de m'associer rapidement parce qu'effectivement je ne connais absolument rien à la technique pour le coup. C'est quand même génial d'oser se lancer dans un truc dans lequel on connaît rien en se disant on va apprendre et on va être légitime. Ouais, et puis alors si j'avais pas trouvé la bonne personne, potentiellement Com n'aurait jamais existé parce que j'aurais pas pu me lancer, tu vois. Effectivement, Florent est arrivé. Tu l'as croisé comment lui, Florent Vinouz? Alors j'avais fait une story sur Insta en mode je cherche un associé pour lancer une muse, etc., qui vient de l'environnement et de l'écosystème de l'audiovisuel. J'ai rencontré pas mal de personnes. Soit ça fitait humainement et pas forcément en termes de vision, soit l'inverse, et jusqu'à rencontrer Flo, et c'est où j'ai l'impression que c'était comme si c'était hier, mais je vois sa tête arriver dans un écosystème qui est The Family. Lui c'est un mec, donc Flo a 40 ans, il a fait pendant 20 ans tous les métiers du monde liés à l'audiovisuel, en freelance, en salarié, mais l'environnement de l'entrepreneuriat, c'est un truc qu'il connaît pas le moins du monde. Donc je me rappelle encore. Il était intéressé par le truc. Il voulait dans la démarche monter un truc. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit c'est vraiment le moment où j'ai envie de passer une étape. J'ai 40 ans, j'ai été freelance, c'est pas forcément le plus stable et forcément, je pense qu'après 20 ans, tu te dis ok, moi aussi j'ai envie de monter ma propre boîte. Et donc il s'avère que le fait de le contacter à ce moment-là correspondait bien à sa temporalité et au moment où il avait envie de se lancer. Et donc on échange, on discute, et un peu comme ça on se dit est-ce que t'es chaud, on se lance, on teste, je lui parle du modèle, il le challenge un peu, et puis avec cette insouciance on se dit let's go se lancer. Et c'est de là qu'Home est né entre nous. Pas sur le papier, pas juridiquement. Absolument. Le classique, on a mis 3-4 mois avant de créer la structure juridique, mais on se donne ce constat, et l'autre constat qu'on se dit, et là ça a été un très bon move pour Com, c'est de se dire plutôt que de promouvoir nos services avec de la prospection, avec des écrits, on s'est dit viens on applique précisément ce qu'on allait proposer à nos clients pour nous-mêmes. Donc on a fait une vidéo dans les mêmes conditions que ce qu'on allait proposer à nos clients, un truc qui durait une demi-journée, avec pas trop de budget, un peu à l'arrache avec des imperfections, mais en gardant les traits de caractère importants. C'est l'humour qui est pour nous un fondamental, parce que Flo c'est dans son trait de caractère, moi aussi. Okay. Et parce que l'humour est un truc universel qui marche avec la start-up, la PME, le grand groupe, c'est un truc qui fonctionne. Et faire des contenus qui sont courts et qui sont dans les codes de ce qu'attendent les gens, c'est-à-dire un contenu court, une accroche qui est très marquante, ce qu'on appelle le scroll stopper, c'est comment est-ce que dans une infinie de contenu que tu vois tous les jours, t'arrives à capter l'attention des premières secondes. Et donc on le fait pour nous, et la vidéo marche bien, vraiment, elle est gaulerie, elle fonctionne bien, le message gros reach, passe. Je crois, ça ressemble à quoi les vidéos reach stats énorme,
sur Insta, etc., là où on avait déjà une petite audience respective, ça fait quelques centaines ou milliers de vues, pas énorme, mais là où en fait ça explose, c'est sur LinkedIn. Pari un peu fou parce que moi LinkedIn j'avais exactement 21 abonnés, j'avais posté une fois en mode je cherche mon stage de fin d'études tu vois en CM2B et donc en fait on se dit viens on balance la vidéo sur LinkedIn. On tente, ça n'existe pas, on sait jamais. Exactement, et puis c'est un truc qui est tellement corpo que potentiellement ça peut mettre un petit coup de fraîcheur et au pire on se fait un peu démonter et c'est pas très grave. Et en fait on balance la vidéo et là ça fait je crois 300 000 vues il y a 4 ans. Et la vue LinkedIn, tu la connais, je pense, c'est une vue qui est quand même très qualifiée, qui est un équivalent. Souvent, je dis que tu vois que 300 000 vues sur LinkedIn, c'est peut-être un équivalent d'1 million sur YouTube. Tu vois, c'est un truc que je me dis moi peut-être pour me rassurer. Voilà. Et à la louche, mais donc voilà, il s'avère que ça marche vraiment bien. Ça ressemble à ta cible en plus business parce que toi tu cherches le corporate ou la startup qui sont exactement. Et comment t'expliques ce reach? Est-ce que c'est la vidéo qui détonnait? Est-ce que c'est, je sais pas. Je pense que c'est honnêtement c'est un peu de tout. Je pense que la vidéo était vraiment parfaitement construite. Avec beaucoup d'effets. C'est celle-là. Il y avait pas d'effets. Tant d'effets que ça. Ou alors les effets que tu vois toi sont peut-être très visuels, mais au final en termes d'efforts, de post-prod, c'est assez léger, tu vois. Mais je pense qu'elle répondait bien à tous les critères et surtout le bon mot c'était LinkedIn. Encore une fois, on parle tellement de stages, de trucs, de machin, de trucs assez corpo que t'as un moment où t'as un truc où t'as un mec face cam qui était à moitié à Walou dans la rue parce que c'était le scroll stopper arrive sur ton feed. Bon bah ça capte un peu l'attention, tu vois. Donc je pense que ça c'était disruptif et une com qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu. Et c'est marrant parce que ce contenu que t'as fait a généré des leads. Oui. Au-delà de générer de la visibilité et peut-être de la notoriété, il y a vraiment eu un effet business dev avec cette vidéo. Et pendant quelques temps, t'as pas eu à recruter et à faire du business développement parce que tes vidéos parlaient par elle-même. Tu peux nous donner un peu le retour en termes de lead que ça a représenté, cette vidéo et ce lancement? On a eu littéralement, je pense, une 50aine de demandes dans le mois qui a suivi le post de cette vidéo, ce qui est juste fou. Alors 50 demandes, c'est pas 50 clients convertis, mais ça fait quand même un volume de leads assez vénère. Ça nous a permis de mettre la main à la pâte directe et on a tout de suite compris que notre force avec Home, ce sera de communiquer sur nous avec cette vibe humoristique et en incarnant la structure, puisque le fait d'avoir pris la parole face caméra, donc c'était moi qui étais face cam, on s'est rendu compte que ça humanisait quand même pas mal la boîte, que ça permettait de mettre un visage derrière une structure et donc ça rendait notre offre un peu plus humaine que tu vois d'autres agences sur lesquelles tu sais pas vraiment avec qui tu vas passer. Exactement. Et donc ça a été un bon hack. Et le fait de créer des contenus un peu dans la même vibe que nous, bah ça fonctionnait aussi pour nos clients sur les réseaux. Et comme ils étaient plutôt relativement contents, bah ils nous mettaient en avant, ils nous faisaient des recommandations. Et ce qui fait qu'en fait, jusqu'à il y a même pas 3 mois, donc 4 ans après, on n'a jamais eu de commerciaux. Ça n'a été exclusivement qu'une stratégie d'inbound marketing, donc créer du contenu sur soi, sur nos clients et bénéficier de la rayonnance de ces contenus pour pouvoir générer du business. Donc voilà. Et les canaux utilisés, c'est resté LinkedIn ou t'as eu d'autres? Non, c'est devenu. Alors ça a été LinkedIn à 100%, je pense, les 3 premières années. Ça fait 1 an qu'on est en train d'identifier d'autres leviers comme YouTube, sur lequel il y a, je pense, un beau potentiel en B2B qui est en train d'apparaître. On a essayé sur TikTok, sur Insta, un peu plus évident. On essaye d'identifier les nouveaux canaux qui seront le nouveau LinkedIn potentiellement de demain, sur lequel on aimerait arriver en précurseur pour pouvoir se positionner correctement. Parce que tu vois, là le fait d'avoir commencé sur LinkedIn assez tôt, ça nous a permis tout de suite de cranter avec une belle communauté sans trop d'efforts entre guillemets. Et ça c'est une force qui est assez dingue parce que tu vois des agences qui se lancent aujourd'hui, LinkedIn c'est plus la même chose qu'il y a 4 ans, il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup plus dur de faire la différence. Bah nous on a réussi à instaurer un truc exactement. Donc c'est quoi les autres canaux? Des Twitch ou des... Alors Twitch, je pense que c'est encore un chouille trop précurseur et ça coûte très cher. Donc d'évangéliser ce marché, je parle dans l'écosystème B2B, ça voudrait dire beaucoup de temps, d'efforts financiers et je pense qu'on ira, mais potentiellement dans 6 mois ou 1 an, c'est ce qu'on s'est dit avec les équipes. Ça se trouve, ce sera plus tard. Il y a aussi Pinterest qu'on avait regardé un petit peu, qui est en train de bien évoluer, de bien bouger. Ah bon, parce que c'est assez. Moi, je l'utilise beaucoup à titre perso pour la partie graphisme et inspiration graphique, mais vidéo, en fait, t'as des micro-contenus vidéo et quand tu cliques sur une vidéo, bah tu sais, ça te réépingle ou en tout cas ça te repropose plein d'autres contenus qui sont un peu similaires à celui que sur lequel t'as cliqué et c'est intéressant de creuser. Mais tu vois, il faut de toute façon se faire mal psychologiquement entre guillemets, de se dire, je sais qu'en l'état le réseau n'est pas idéal
pour mon écosystème, mais est-ce qu'il y a un potentiel demain à développer, à ce que le réseau social se développe et aille dans le bon sens de moi, mon développement. Et tu vois, c'est comme, je pensais à Louis Marty dont tu as parlé au début du podcast, qui est allé sur TikTok en précurseur. Tout le monde lui disait, mais tu vas sur sur une plateforme sur laquelle il y a que des gens de 12 ans, c'est pas du tout sa cible, pourquoi t'y vas? Et il a, je pense, eu le bon feeling de se dire, j'y vais maintenant, il y a un algo de dingue, c'est en train d'exploser, je me positionne, et il a tout cassé sur TikTok, et ça lui a permis de la même manière que pour nous sur LinkedIn de cranter tout de suite avec une super grosse communauté, quand maintenant c'est plus dur de d'y aller. Il est très Gen Z, donc ça correspond un peu mieux, même si c'était un peu jeune. Ouais. Mais et quand tu dis que ça coûte cher, par exemple sur Twitch, moi qui n'ai pas ton niveau d'expertise, ça veut dire quoi ça coûte cher? Qu'est-ce que tu dois payer pour essayer de te rendre visible sur une plateforme comme celle-là? Bah déjà c'est du live, donc quand tu dis que c'est du live, c'est que tu peux pas industrialiser un max de contenu. À l'inverse, quand tu vois nous on fait des podcasts, on peut te sortir 10 épisodes en une journée parce qu'on va industrialiser. Donc du coup tu fais de l'économie d'échelle forcément. Sur un Twitch tu peux moins le faire puisque c'est du live. Si tu veux différencier, il faut faire des trucs qui sont quand même relativement esthétiques, puisque je pense que c'est ce qu'attendent les internautes qui sont sur cette plateforme. Donc de l'esthétique, ça coûte de l'argent. Et pour faire un live, après, on s'entend sur la qualité que toi t'imagines, mais nous on essaie de faire des trucs qui sont relativement bien chiadés, parce que c'est notre métier. Bah ça veut dire une équipe assez grosse pour pouvoir gérer ce direct. Et encore une fois, comme tu peux pas l'industrialiser, ça veut dire que systématiquement, ouais. Voilà. Donc tout de suite c'est alors nous c'est du coup interne, donc c'est pas du cash burn tu vois en l'état, mais par contre bah c'est des ressources humaines que tu ne mets pas sur d'autres sujets comme des projets sur clients, tu vois. Donc ça coûte de l'argent, du temps, mais Twitch, je pense qu'il faut regarder ça de très très près, parce qu'il y a un moment où ça va être le bon moment d'y aller